Le son est maintenant activé et la vidéo. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue à cette causerie de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Aujourd'hui, on a le grand plaisir d'accueillir Mme Geneviève Morin, présidente et directrice générale du Fonds d'action. Alors, bienvenue à la Chambre, Mme Morin. Merci. On est plus de 300 aujourd'hui pour venir vous écouter. Je pense que ça témoigne de toute l'importance que joue votre organisation au sein de notre économie. D'ailleurs, la relation entre la Chambre et le Fonds d'action est une relation de longue date. Peut-être pour rappeler là, à nos auditeurs, en 2013, alors que le gouvernement fédéral envisageait la possibilité de terminer les crédits d'impôt pour les fonds de travailleurs, on avait assisté à une mobilisation sans précédent de la communauté d'affaires. La Chambre, le Fonds d'action, le Fonds de solidarité avaient travaillé ensemble afin de faire comprendre l'importance stratégique et économique des fonds de travailleurs. La Chambre, à l'époque, avait réalisé un rapport qui confirmait bien évidemment qu'il y avait un impact extrêmement positif au niveau de l'épargne des travailleurs, mais que non seulement cet impact-là existait, mais que la capacité d'avoir accès à des fonds à long terme pour nos PME avait un impact économique important. Et dans le contexte actuel qu'on vit aujourd'hui, où on a le COVID qui a été présent, donc une crise sanitaire, mais de laquelle a émergé une crise économique, ce qu'on démontrait dans notre rapport, c'est l'impact contracyclique des fonds de travailleurs. C'est-à-dire que lorsque l'économie souffre, les fonds de travailleurs agissent un peu comme un stabilisateur et permettent de maintenir l'accès à des capitaux alors que certaines organisations privées réduisent. Et donc, c'est d'autant plus pertinent la décision qui a été prise en 2013. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut se le rappeler, les fonds de travailleurs, du point de vue de la Chambre de commerce, ont une importance stratégique et économique qui est indéniable. Et en 2013, on a pris la bonne décision. Vous êtes arrivé au fonds, Mme Morin, en janvier 2000 et vous avez été nommée la deuxième présidente et directrice générale de l'histoire de l'organisation le 6 janvier, après un règne de 24 ans de M. Beaulieu. C'est déjà une commande importante, mais en plus, vous êtes arrivé quelques mois avant la crise de la COVID. Dans une organisation qui compte plus de 170 000 actionnaires et 2 milliards d'actifs. C'est un défi, d'autant plus que votre organisation joue un rôle central pour notre économie. Alors, sans plus tarder, je vais vous céder la parole pour que vous puissiez nous faire part un peu de votre vision et on aura l'occasion par la suite de s'entretenir de différents thèmes qui sont au cœur de votre stratégie au Fonds d'action. Alors, Mme Morin, à vous la parole. Merci, Jean-Denis. Merci. Oui, merci, Jean-Denis. Merci à la Chambre pour l'invitation. Merci aussi, Jean-Denis, d'avoir rappelé cette belle campagne qui a été menée par toute la communauté d'affaires pour confirmer la pertinence des fonds de travailleurs et amener les gouvernements. Et effectivement, quand le gouvernement libéral est rentré ensuite, à reculer sur cette idée de baisser les crédits d'impôt. Je pense que là, justement, on est dans une période où on doit réfléchir à la relance, on doit réfléchir à ce qui doit être fait pour aider notre économie et les fonds de travailleurs dont Fonds d'action vont être utiles plus que jamais. En fait, nous, on souhaite travailler non pas à relancer l'économie, parce qu'on ne veut pas relancer l'ancienne économie, celle qui a montré toutes ses faiblesses avec la pandémie. Non, ce qu'on veut, nous, c'est la transformer. Ce qu'on pense, c'est qu'il est nécessaire de venir donner du sens à cette crise en s'en servant pour amener des changements importants qui étaient dus depuis longtemps. Quand on regarde un peu ce qui s'est passé avec cette crise-là, premier constat que je fais qui me touche, moi, c'est toute l'accentuation des inégalités. On a vu comment les populations les plus pauvres ont été les plus touchées. On a vu comment les personnes des régions qui avaient moins accès à l'Internet, aux technologies, étaient reléguées au second plan, étaient désavantagées. Et on voit aussi, on a vu à quel point on dépendait au niveau économique et social de gens qui ont des salaires bas. Pendant quelques mois, il y a des gens qui ont comme arrêté de penser au travail de la lutte au changement climatique. On était occupés à travailler pandémie, mais en même temps,
je trouve que cette pandémie-là, elle a vraiment donné un avant-goût important du type de choc structurel que pourraient entraîner les changements climatiques, qui entraînent déjà les changements climatiques et qu'il faut absolument stopper. La crise, elle nous a permis aussi d'accélérer des tendances. Hein. Ça a été une occasion de changement et de renforcement des choses qu'on sentait déjà. Les gens souhaitent acheter moins, mais acheter mieux. Ils souhaitent également acheter local. Ils souhaitent particulièrement au niveau de la nourriture qu'elle puisse être trouvée à proximité. Ça a accéléré, bien sûr, le passage au numérique pour plusieurs personnes et ça a accéléré le télétravail. Puis ça a renforcé ou réanimé l'importance des liens sociaux. En fait, cette crise-là, elle a été révélatrice. Nous, on constate quand on parle avec les entrepreneurs de notre portefeuille qu'ils sont un peu surpris de l'agilité, finalement, qu'ils avaient. C'est-à-dire que, bien, on a été capable de passer au numérique, on a été capable de passer au télétravail. Ça s'est fait. Finalement, la Terre n'a pas arrêté de tourner et donc, on est capable de faire des changements. Et ceux qui ont le plus réussi à tirer leur épingle du jeu, je dirais, là, dans ces circonstances-là, c'est ceux qui, au départ, avaient une vision plus large, une vision plus développement durable, donc qui prend l'ensemble des préoccupations en considération. Par exemple, les entreprises qui avaient choisi de conserver une partie de leur approvisionnement, au moins au Québec, en se disant, bien, non, il faut que je contribue à l'économie d'ici, puis il y a un certain niveau de qualité que je cherche à garder. Bien, ça leur a été très utile pendant la pandémie où ils ont été capables d'interagir. Des exemples, par exemple, dans notre portefeuille, on a Quartz, on a Canuck, qui sont deux fabricants là, de manteaux de grande qualité, d'équipements d'hiver, et qui ont leurs installations, leur production au Québec et qui ont pu en profiter pendant la crise pour se retourner de bord, fabriquer des masques, fabriquer des blouses, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a fait pendant cette crise-là? Nous, bien, on a travaillé à renforcer l'accompagnement qu'on offre à nos quelques centaines d'entreprises là, dans le portefeuille. On a créé un groupe privé d'échange d'entraide. Il y a rarement des gens qui sont plus capables d'aider des entrepreneurs que d'autres entrepreneurs qui partagent leurs trucs et leurs idées. Mais rapidement, on s'est rendu compte que dans le fond, ce qu'il fallait le plus faire, c'était aider nos entreprises à profiter des opportunités, à accélérer les changements. Donc, on a mis en place un programme d'accélération de la croissance. On a mis en place une enveloppe de 40 millions de dollars pour les entreprises d'agroalimentaire pour qu'ils puissent être financées pour prendre effet de cette demande accrue. On a mis en place aussi un programme d'accompagnement d'impact stratégique pour aider nos entreprises à gérer leurs impacts. Bref, on a utilisé cette crise-là et nos entrepreneurs aussi comme une occasion d'accélérer des transformations. Parce que nous, à Fonds d'Action, ça fait 25 ans là, que le Fonds travaille à appliquer le développement durable dans l'économie. Et ça nous a permis de devenir, je dirais, le fonds d'investissement qui mobilise pour une transformation positive. Transformation positive de la société, ce que c'est pour nous, c'est une économie qui est plus équitable, donc qui favorise qu'il n'y ait pas trop d'écarts salariaux, qu'il y ait des propriétés qui soient collectives, que les gens aient accès à l'éducation, à la santé, aux technologies. On a également, on cherche à avoir aussi une économie qui est plus inclusive, donc qui apprécie la diversité. Une économie qui est plus verte, qui génère moins de gaz à effet de serre et qui préserve les ressources. Et une économie qui est plus performante, donc qui innove, innovation, productivité, exportation. Ce changement-là, on y travaille. On a l'intention, dans les 3 à 5 prochaines années, là, de déployer pour favoriser cette économie-là 1 milliard de dollars dans l'économie québécoise. Donc, on sera là, comme en témoignait l'étude en 2013, mais on sera là pour être contre-cyclique et pour investir. En fait, d'autres seront également capables d'investir parce que la crise économique, la crise, c'est une crise qui est économique, ce n'est pas une crise qui est financière. Et il y a de l'argent dans le marché, sauf qu'il faut s'assurer que cet argent-là est dirigé vers la transformation positive, vers les impacts positifs. À cet égard-là, j'aimerais souligner quelque chose qui me préoccupe particulièrement, qui est le surendettement dans lequel beaucoup de nos entreprises vont se retrouver.
Alors, sont entrés dans la COVID avec un niveau de dette acceptable pour les projets qu'ils avaient. Mais là, ils ont eu des moratoires, donc la dette n'a pas baissé. Ils ont eu de l'aide gouvernementale, mais souvent sous forme de dette. Donc, la dette a augmenté et ils ont eu à payer toutes sortes de frais fixes alors que les revenus n'étaient pas là. Les entreprises ont vu leur dette monter. Et quand une entreprise est endettée, bien, elle perd son audace. Elle n'a plus le goût d'aller conquérir des nouveaux marchés, elle n'a plus le goût de revoir sa productivité, elle cherche juste à remplir à réussir à faire ses paiements. Et donc, si on veut éviter que l'économie du Québec soit étouffée par ce niveau de dette-là, il va falloir que tous ensemble, les institutions financières, on travaille à recapitaliser nos entreprises, particulièrement les champions de la transformation. Juste resituer Fonds d'Action, on est un fonds d'investissement de 2,3 milliards de dollars. Cet argent-là nous vient de 176 000 actionnaires qui sont des gens qui préparent leur retraite, mais qui aussi sont préoccupés de préparer le monde dans lequel ils vont prendre leur retraite. L'argent est investi dans 250 à 300 entreprises et quand on compte également les fonds partenaires spécialisés, c'est à peu près 1300 entreprises là, qui bénéficient de l'argent que les actionnaires nous confient. On a été fondé il y a 25 ans dans une approche de développement durable qui est résolument la nôtre depuis ce temps. Mais il y a 25 ans, être développement durable, ça voulait dire surtout éviter les pollueurs, les employeurs irresponsables, les mauvais citoyens corporatifs. Mais au fil des années, à force de travailler là-dessus à Fonds d'Action, c'est devenu de plus en plus quelque chose de proactif, quelque chose de positif. Et maintenant, on est devenus de véritables agents de transformation. Comme tous les fonds d'investissement, on a une thèse d'investissement. On a notre thèse à nous. Et notre thèse, c'est que pour répondre aux besoins des personnes, dans les limites de ce que la planète est capable de faire, il va falloir que l'économie change. Et il va falloir qu'elle devienne plus équitable, inclusive et performante. En conséquence, on recherche les secteurs, les entreprises qui vont dans ce sens-là. On aide également les entreprises de tous les secteurs à s'adapter à cette idée-là. Et on entretient un dialogue constant avec les chercheurs, avec les organisations, avec les mouvements sociaux ici dans le monde qui réfléchissent aux nouvelles solutions, aux nouvelles approches pour répondre aux enjeux. Alors, je vais prendre quelques minutes pour revenir sur les 3 types d'interventions que je viens de donner. Premièrement, l'accompagnement. On est un fonds d'investissement, donc on accompagne les entreprises dans leur croissance, on les aide à réaliser des acquisitions, à bien identifier les cibles, les évaluer, etc. Mais aussi, on est capable d'aider à gérer les retombées. Juste dans la dernière année, on a aidé une entreprise à mettre en place une politique de gestion de l'eau qui va réduire la quantité d'eau utilisée dans ses installations. Une autre à mieux quantifier le carbone qui est émis. Une autre à mettre en place une politique d'embauche inclusive. Une autre à élargir la propriété de son entreprise en introduisant une coopérative de travailleurs actionnaires. On est capable de venir aider les entreprises à améliorer leur processus, leur procédure pour s'en aller vers le type d'économie positive qu'on recherche. Deuxième approche, on investit dans des entreprises et des secteurs à impact positif. Ça fait longtemps que Fonds d'Action est très présent dans tout ce qui est fonds technologiques, écosystème des startups. C'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Puis, on est présent là, depuis des années. On est rendu dans une 60aine de fonds dans tous les stades et tous les secteurs. On a aussi développé une réelle expertise sectorielle dans nos investissements en direct pour 3 thèmes d'investissement qui annuellement représentent à peu près 40% des investissements qu'on fait. Premier thème, la lutte au changement climatique. On appuie des entreprises comme Énergère et Électrique Courant Plus. Et toutes ces entreprises et ces projets-là, ils ont permis, l'an dernier seulement, de sauver, d'éviter plus de 950 000 tonnes de gaz à effet de serre, donc comme si on avait retiré 250 000 voitures de la circulation. Deuxième thème, l'agroalimentaire durable, l'importance des aliments sains. On appuie des entreprises comme Prana, Maison Legrand, Rise Kombucha, les viandes Kamouraska, etc. Troisième grand thème, les villes et communautés durables, toute la notion de revitalisation territoriale qui peut se passer en milieu municipal. On l'a fait avec Omilex, dans lequel on avait investi, qui a permis la revitalisation de ce secteur-là,
s'est installé l'intelligence artificielle, mais on le fait aussi avec l'UPA, par exemple, où on a mis en place une fiducie qui va éviter la spéculation sur ces terres-là et permettre aux jeunes d'avoir accès plus facilement à ces terres-là. Donc, trois grands champs. Notre troisième approche, donc, on accompagne, on investit et on structure des projets qui répondent à des enjeux précis. Donc, on regarde quel est l'enjeu. Par exemple, on voulait trouver des façons d'accélérer la réduction des gaz à effet de serre. On a travaillé avec notre partenaire, Coop Carbone, et on a mis en place un fonds qui s'appelle Inlandsys, qui est un fonds assez innovant parce que ce qu'il fait, c'est qu'il finance des projets qui vont générer des crédits de gaz à effet de serre, mais il les finance en achetant d'avance les crédits carbone qui vont être générés par ces projets. Une méthode totalement inédite. C'est aussi grâce à Fonds d'Action si le groupe Lagunière a pu mettre en place un projet tout à fait exemplaire dans l'est de Montréal. Alors, le groupe Lagunière a acheté les terrains de l'ancienne raffinerie Shell et c'est devenu maintenant un grand centre de réhabilitation des sols. Mais les sols, une fois réhabilités, ils vont permettre de reverdir ce coin-là, ils vont permettre de redévelopper ce coin-là. Et en fait, on va partir d'une situation où on avait une espèce de cratère industriel à l'est et ça va devenir maintenant un aménagement durable qui va permettre à la ville de prendre une belle expansion. Donc, comme vous voyez, pour nous, les solutions, elles existent. Quand elles n'existent pas, ben, on les invente. La clé, c'est de se concentrer et de concerter les efforts pour essayer d'appuyer la transformation positive. Une des méthodes qui existent pour favoriser cette concentration-là au niveau plus large de l'économie, c'est le financement mixte, une méthode qui est reconnue mondialement pour que les gouvernements amènent le capital privé à aller dans le sens des intérêts qu'ils recherchent. Donc, on a un exemple, nous, on a récemment mis en place un fonds annoncé, un fonds d'économie circulaire, donc qui va être fait avec la collaboration de la Ville de Montréal qui a été annoncée dans le cadre du plan de relance. Donc, le Fonds d'économie circulaire, il va financer des entreprises qui conçoivent des technologies et des procédés qui permettent, c'est le sens de l'économie circulaire, que les rejets de l'un deviennent les intrants de l'autre, qu'on revalorise les matières premières et les ressources disponibles. Donc, on va financer les petites entreprises qui développent des technologies, des procédés, on va financer également leurs clients. La transformation positive de l'économie, c'est une nécessité, c'est possible, et nous, on y travaille. Donc, ça passe par l'accompagnement des importants investissements, je le répète, 1 milliard d'ici 3 à 5 ans, et une concertation sociale pour développer des solutions créatives. On peut donner du sens à la crise, on peut changer le monde. Chez Fonds d'Action, on tente de le faire un investissement à la fois. Quand j'ai des discussions avec différents intervenants, je constate que les jeunes sont particulièrement interpellés par ce message-là et ça me réjouit. L'équilibre entre l'économique, l'environnemental et le social, c'est présent chez eux. Je veux leur dire que c'est présent chez moi aussi. Mon père est économiste, ma mère travailleuse sociale. Cet équilibre-là, de ma jeunesse, il est devenu précieux pour moi. Et bien sûr, il l'est encore aujourd'hui. Là-dessus, je m'arrête. On a le temps de discuter ensemble. Bonjour, merci beaucoup. C'était extrêmement intéressant. Écoutez, je pense que c'est ambitieux. Vous aviez une vision ambitieuse et avec les défis auxquels on fait face, on a besoin de leaders qui ont une ambition pour notre économie, pour notre société. Alors, bravo et merci. Je vous assure que la Chambre, on sera là à vos côtés pour travailler à cette création-là. Ce que je retiens de ce que vous avez dit, là, clairement, chez Fonds d'Action, vous avez des valeurs qui sont ancrées et qui vont nous propulser vers cette économie qu'on va relancer, qu'on va transformer. Vous avez amené la notion beaucoup d'accélération et c'est quelque chose qu'on a observé à la Chambre auprès de nos membres. Il y a clairement une accélération de transformation des entreprises, d'adoption de technologies et ça, c'est quelque chose qui est positif. La notion que vous amenez, ceci étant dit, c'est qu'on peut penser que le Montréal métropolitain avait une force économique avant la crise extrêmement forte. On vit actuellement une période où tout s'accélère, mais il y a également un risque d'essoufflement et avec l'endettement. Et si on veut poursuivre sur la lancée qu'on avait, je retiens cette notion d'audace. Donc oui, des leaders qui ont de l'audace,
mais aussi un secteur financier qui aura l'audace d'appuyer nos entreprises. Et si je vous écoute bien, j'ai l'impression que vous allez être à l'avant de la parade et pour inciter l'ensemble du système à être là pour maintenir cette audace auprès de nos entreprises et qu'on ait l'ambition de retrouver l'élan qu'on avait avant la crise. Alors, très, très intéressant. J'aimerais ça qu'on parle un peu de leadership. On parle d'accélération et de transformation. Chaque PDG qui arrive en poste vit des défis. Dans votre cas, c'est des défis qui étaient multipliés premièrement parce que votre successeur avait été là pendant 24 ans. Vous aviez fait partie là, depuis 2000 de la création et de l'accélération de fonds d'action. Quelques mois après, vous devez faire face à une crise sanitaire qui génère une crise économique. Puis en même temps, on sent une grande volonté aussi de mettre de l'avant et d'accélérer la présence du fonds d'action pour avoir un impact plus grand. Donc, à titre de leader, là, comment on vit ça? Puis comment vous avez réussi déjà dans ce contexte-là, là, à atteindre vos premiers objectifs? Je suis sûr que les gens se posent beaucoup de questions à ce sujet-là. Bien, j'étais très, très heureuse en janvier dernier de prendre la présidence direction générale de Fonds d'action, justement, notamment pour lui permettre de prendre l'ampleur, de prendre sa place dans les marchés financiers, de faire connaître tout ce qu'on fait de merveilleux ici depuis de nombreuses années. Ça a été un beau hasard, disons, que je prenne cette présidence, que ce soit moi qui prenne la présidence. Je connais bien l'organisation et ça, avec l'arrivée de la COVID, disons que ça a été utile, je pense, pour l'organisation et pour moi. Et en même temps, moi, j'ai beaucoup vu la COVID comme une opportunité d'accélérer, encore là, les changements, même à l'intérieur de Fonds d'action. On n'avait jamais fait de télétravail avant, bien, ça nous a pris 3 jours, on était rendus. Alors voilà, c'était dans mes plans, mais je ne pensais pas que ça arriverait vite comme ça. Donc, on était capable de prendre la place. Ça a été important aussi, on a tenu à faire des rencontres d'entreprises à toutes les semaines pour tenir nos employés au courant de ce qui se passait. Donc, ça a permis de renforcer aussi cette notion de changement-là, de faire connaître ce que les uns et les autres faisaient face à la crise. On avait des gens du service aux actionnaires qui ont eu à répondre à une demande accrue, parce que les retraités qui se sont inquiétés quand ils ont vu les marchés financiers et qui ont dit peut-être je suis mieux de retirer mon argent. Ils ont eu une demande de rachat beaucoup plus grande que ce qu'on a d'habitude. Mais il y a des gens de tous les secteurs de fonds d'action qui ont été donnés un coup de main pour venir renforcer ce groupe-là, pour leur permettre de passer à travers. Alors, c'est ce que j'ai apprécié le plus, c'est de réussir à avoir toute cette collaboration-là qui s'est installée. Et là, maintenant, bien, on est prêt à aller de l'avant et à aller renforcer cette collaboration-là, même dans l'économie du Québec. Très intéressant. Écoutez, on en parle depuis plusieurs années, mais le secteur des finances cherche à améliorer son attractivité auprès de la diversité, auprès des femmes dans les postes de direction. Vous occupez un poste qui sera extrêmement visible. C'est certainement une opportunité pour inspirer plusieurs personnes de considérer une carrière dans le secteur de la finance. Et on sait que la diversité est extrêmement importante, que ce soit pour avoir des meilleurs résultats, mais également pour s'assurer que notre système soit inclusif et prenne en considération tout le monde. Quelle est votre vision sur ce que doit faire le secteur financier pour augmenter cette attractivité-là et cette diversité-là au sein notamment de ces postes de direction? Il faut d'abord être convaincu, et ça, je pense qu'il y a des démonstrations qui existent de partout, là, de la nécessité de comment la diversité amène à la fois à avoir moins d'angles morts autour de la table des discussions, puis aussi à avoir plus de créativité ou des options nouvelles dans les solutions qu'on propose. Donc, dans une équipe de direction, dans un conseil d'administration, c'est certain que ça prend de la diversité. Pour les femmes, oui, mais aussi la diversité de provenance et de formation diverses, etc. Donc, il faut s'assurer de ça. Pour que les gens soient convaincus, il faut, je pense, faire des efforts encore particuliers pour s'assurer, par exemple, d'avoir des candidatures. Par exemple, j'ai mis en place ici un comité de direction qui est paritaire, mais quand j'ai travaillé avec des chasseurs de tête, j'ai demandé à avoir des candidatures aussi féminines, des candidatures qu'on a. Donc, c'est important de s'assurer qu'on a la visibilité sur les gens qui sont disponibles, qui ont ce talent-là.
faut aussi parfois faire un petit effort pour aller chercher les gens, pour leur soulever l'idée. Encore aujourd'hui, quand on appelle des femmes, des fois, pour leur demander s'ils peuvent aller siéger sur un conseil d'administration d'une entreprise comme représentante de fonds d'action, il y en a qui disent « Ah, pourquoi tu as pensé à moi? Penses-tu vraiment que je vais être capable de faire ça? » Et donc, on les encourage. On offre également de la formation parce que ça aide. Les gens se sentent moins syndrome d'imposteur quand ils rentrent. Alors, il y a toutes sortes de façons d'essayer d'aller favoriser la diversité, mais le plus important, c'est de vouloir. Mais là, je constate que ça existe quand même à quelques autres endroits. On est plusieurs là, à Montréal, femmes dans des positions là, qui permettent d'être très actives de ce côté-là. Merci. Si on vient un peu sur le fonds d'action, puis l'impact de la COVID-19, puis sur les marchés notamment, je serais curieux d'avoir votre lecture sur ce qui se passe actuellement sur les marchés dans un premier temps. Et dans un premier temps, vous avez été directement impacté par une situation qui a fait que les gens de 65 ans et plus ont retiré là, de gré à gré un montant beaucoup plus élevé que par les années passées. Là, les chiffres que j'ai ici, si je ne me trompe pas, là, historiquement, on parle de 120 millions de retraits et là, de 287 millions. Donc, dans un premier temps, votre lecture du marché, ce qui complexifie la vie pour les gestionnaires de fonds. Et deuxièmement, quel était l'impact de la situation là, de l'augmentation des retraites gré à gré et comment vous allez travailler ça là, dans le futur? Une chose intéressante à remarquer sur les marchés, puis on l'a constaté, nous, pendant cette période-là et encore aujourd'hui, c'est que de plus en plus, tout ce qui est finance responsable, tout ce qui est indice ESG, etc., fonds ESG, est en train de prendre une ampleur, à croître à une vitesse beaucoup plus forte que les autres modes. Et ça, c'est quelque chose dont je pense qu'il faut se réjouir. Ça a été un mouvement important qu'on a constaté pendant la COVID. Il y a eu un repli de tous les marchés, mais ceux qui ont le mieux résisté, c'est ces indices-là qui prennent en compte d'autres préoccupations et qui sont en ligne avec le développement durable. Alors, ça a été utile pour nous. Ça nous a permis d'avoir un semestre à peu près break-even, moins 0,6 % et de finir l'année à plus 3,6 %, ce qui était fantastique là, dans le contexte. Mais c'est notamment à cause de cet aspect-là, donc qui étaient des décisions de longue date. Du côté des rachats, je pense qu'il faut se réjouir que les gens avaient cette possibilité-là. Il y a des gens là-dedans qui n'auraient pas pu investir, qui n'auraient pas pu épargner si ça n'avait pas été offert sur leur milieu de travail avec un crédit d'impôt qui fait que le coût d'acquisition est réduit. Ils ont été capables d'accumuler des sommes et là, ils en avaient besoin. Parce qu'on parle des retraités, mais on parle aussi de gens qui ont perdu leur emploi et qui se sont retrouvés en difficulté pendant plusieurs mois. Donc, c'est important de comprendre que les gens ils sont là pour épargner pour leur retraite. À un moment donné, leur retraite, elle arrive. Alors, c'est normal puis qu'ils l'utilisent. Puis, on est content d'avoir pu leur permettre d'accumuler ce capital-là. Ça fait partie de votre mission également. Ah oui. Là, vous avez parlé de finances durables. Clairement, c'est au centre de votre stratégie d'investissement. C'est un mouvement de fond, je pense, qu'on voit depuis quand même quelques années, pas juste ici, à l'international également. Mais la perception et la question que je poserais, c'est la crise qu'on vit, clairement, ça semble accélérer ce mouvement-là. Comment vous le voyez évoluer au cours des prochaines années? Puis peut-être, comment on se positionne ici, localement, là, à Montréal, au Québec, par rapport à ce mouvement-là ailleurs dans le monde? D'abord, le mouvement, effectivement, il prend de plus en plus de force de façon générale. Je le vois évoluer vers plus de certification, plus de désir de savoir, dans le fond, est-ce que c'est un vrai ou un faux? Est-ce que c'est du simili ESG ou du vrai ESG? Dans ce sens-là, on travaille beaucoup à mettre en place des mesures. On est, par exemple, des membres du Conseil des investisseurs du Global Impact Investing Network, une organisation mondiale. Il y a 60 fonds d'investissement dans le monde qui sont réunis en ce moment, dont Fonds d'action, pour développer des mesures qui vont permettre de différencier les véritables impacts, dans le fond, de ceux qui disent qu'ils en ont. Parce que le ESG, ça commence avec la gestion un peu la gestion des risques négatifs.
Après ça, on se met à investir dans des secteurs qui ont des impacts positifs. Après ça, on se met à rechercher carrément des impacts particuliers et à les mesurer. Alors, c'est cette ligne-là qui est en train de se passer et nous, on travaille à la mise en place des mesures. Pour moi, Montréal est super bien placé pour prendre un espace. Une des caractéristiques du financement au Québec, c'est qu'il y a beaucoup d'institutions qui sont à propriété collective. La Caisse de dépôt, Investissement Québec, Desjardins, le Fonds de solidarité. Donc, toutes ces organisations-là ont par nature un côté préoccupation pour le bien commun qui les amène à avoir cet intérêt-là. Et on a, au fil des années, développé avec plusieurs gestionnaires. Nos gestionnaires ici les gestionnaires de fondation sont souvent des gestionnaires québécois. Ils sont certifiés signataires des PRI et tout ça. Donc, on a développé des gestionnaires qui ont aussi cette force-là. Alors, je pense qu'il y a quelque chose à faire à Montréal de ce côté-là. Et ça va nous faire plaisir d'en faire partie. Intéressant. Puis en même temps, à quelque part, vous recherchez bien entendu un impact réel dans la société. Ouais. Mais vous avez des gens qui investissent et qui veulent du rendement. Au départ, je pense, de la finance responsable, il y a beaucoup de gens qui ont été vraiment en fonction de leurs valeurs et d'autres personnes qui questionnaient le rendement possible. Ouais. Là, quand on regarde vos résultats et on regarde plusieurs études, les études démontrent régulièrement que les entreprises qui mettent au cœur de leur modèle d'affaires ces valeurs-là sont souvent des entreprises qui sont plus performantes. Et là, je regarde vos chiffres, force est de constater qu'une approche d'investissement durable peut rimer avec des résultats financiers extrêmement intéressants. Oui. C'est Jean-Marc Léger qui disait récemment, on est passé d'une économie du « ou » à une économie du « et ». C'est-à-dire qu'il y en avait cette perception-là qu'il fallait choisir. On fait-tu les bonnes choses ou on fait de l'argent? Puis là, on se rend compte finalement, quand on fait les bonnes choses, on fait de l'argent à long terme. Je l'ai mentionné, c'est notre pèse d'investissement. Inévitablement, on s'en va vers un monde où il va falloir que l'économie s'en aille dans cette direction-là. Donc, les entreprises qui s'en vont dans cette direction-là, c'est elles qui vont avoir de la croissance, c'est elles qui vont grandir. Et c'est donc la méthode la meilleure pour offrir du rendement à nos actionnaires. Parce que ça crée de la vraie valeur à long terme. C'est ça qu'il faut faire quand on est des financiers, c'est créer de la valeur. Tout à fait. Je voudrais parler un petit peu de capital de risque. Hein. On a vu, notamment dans le domaine des startups, que ça a été un secteur qui a souffert au cours des derniers mois. Il y a certains programmes gouvernementaux qui n'étaient peut-être pas parfaitement adaptés à la réalité des startups, qui n'avaient pas nécessairement de revenus, qui investissaient des startups qui doivent se financer, faire différentes rondes de financement, puis notamment qui n'ont pas nécessairement l'infrastructure des startups technologiques, c'est une autre notion. Qu'est-ce que vous avez observé, vous, auprès de votre clientèle? Puis qu'est-ce que vous pouvez faire justement pour peut-être venir jouer un rôle lorsqu'il y a un trou là, qui fait que ces gens-là ont de la difficulté à obtenir peut-être le financement qu'ils voudraient dans un contexte là, qui ne les favorise pas? Puis en même temps, en gardant en tête que l'innovation, avoir un écosystème startup fort renforce notre économie, mais de manière extrêmement importante. Alors, qu'est-ce que vous avez observé? Puis quel rôle vous pouvez jouer pour les accompagner dans le contexte actuel? Bien, effectivement, initialement, les programmes qui étaient offerts d'aide basés sur une baisse de revenus, etc., n'étaient pas tous très adaptés pour les startups. Puis, il y a eu des efforts, il y a eu des adaptations, il y a des choses qui se sont mises en place un petit peu plus tard qui ont quand même permis d'agir. Mais ça, sur quoi il faut vraiment agir, c'est la notion de toujours renouveler notre écosystème de fonds d'investissement. C'est quelque chose qui est super important à comprendre et à toujours garder à la vue. Souvent, ce qui arrive dans ces circonstances-là, dans des crises économiques, tout ça, là, tout à coup, là, tout le monde arrête d'investir dans des startups innovantes. Puis, finalement, quelques années plus tard, on se rend compte que les quelques-uns qui l'ont fait, au contraire, c'était des beaux moments pour essayer des choses, pour innover, pour développer des nouvelles idées. Et finalement, c'est les fonds qui sont les plus performants. C'est important qu'il y ait constamment au Québec des fonds qui naissent. Parce que les fonds d'investissement spécialisés, ça investit pendant 5 ans, ça désinvestit ensuite. Alors, il faut qu'il y ait d'autres fonds qui soient nés entre les deux, qui continuent à faire des investissements, qui continuent à renouveler. Alors, on trouve très important d'appuyer les différentes équipes de gestionnaires, de s'assurer que des fonds lèvent en ce moment,
On veut travailler avec eux pour qu'il y ait ce renouvellement constant des fonds d'investissement qui sont disponibles pour appuyer les entreprises, notamment à l'amorçage démarrage. Moi, j'ai eu le plaisir de travailler pendant 1 an avec les gens d'Ange Québec Capital et de découvrir donc tout le milieu des anges investisseurs. C'est un milieu extraordinaire. Quand j'ai commencé à faire de l'investissement, il n'y en avait pas de ça. Quand les gens vendaient leurs entreprises, ils étaient contents, ils s'achetaient un bateau, ils allaient en Floride, ils étaient heureux. Et là, on a des gens qui disent, non, moi, de l'argent que j'ai fait, je veux m'en servir pour aider les plus jeunes à partir des choses, je veux les appuyer, je veux leur ouvrir mon réseau, je veux travailler avec eux autres, leur éviter de faire certaines erreurs que j'ai faites, leur faire bénéficier de mon expérience. C'est extraordinaire et on collabore et on va continuer à collaborer avec les anges investisseurs justement pour ce type d'appui-là. Merci beaucoup, Geneviève. Écoute, peut-être en conclusion, moi, ce que je vais dire, puis je vais te céder le mot de la fin par la suite, mais c'est que lorsque l'économie va bien, puis qu'on décidera de tout re-questionner notre système peut-être encore une fois, rappelons-nous de ce moment de crise-là, puis du rôle que les fonds de travailleurs auront joué et de leur importance stratégique. Ça, il ne faut pas l'oublier. Et nous, on va être là pour la Chambre de commerce pour le rappeler. Alors, je te laisserai le mot de la fin là, si tu veux ajouter quelque chose pour les plus de 300 personnes qui nous écoutent en ce moment. Bien, merci beaucoup. Je veux assurer tout le monde que vous trouverez toujours en Fonds d'action un allié pour transformer l'économie. On est là pour durer, on est là pour travailler avec vous. On cherche à concerter tout le monde dans la même direction. Alors, au plaisir d'avoir le bonheur de travailler avec vous tous. Merci. Merci beaucoup, Geneviève. Au plaisir de collaborer avec toi. Pour les gens qui nous écoutent, je vous invite à être des nôtres à notre prochaine causerie le 22 septembre prochain à 10 h. On va recevoir Édith Cloutier, présidente de Rogers Québec et vice-présidente vente, affaires et secteur public. Elle va nous parler de l'importance de la connectivité et de l'innovation pour la relance économique. Et sur ce, tout le monde, je vous souhaite une bonne journée et travaillons tous ensemble, coude à coude, pour relancer notre économie. Merci. Merci tout le monde. Au revoir. Bonne journée.